l'Organisation féministe mondiale. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dr Yael David-Touati, chercheuse associée à l'Université de Strasbourg, qui depuis un an mène une enquête nationale sur les Français ayant des racines juives. Donc, le questionnaire, il a été déjà publié en ligne et les résultats seront publiés à condition qu'on aura 500 participants. C'est ça, Yael? Et voilà, donc Yael, j'ai pas plus de temps. J'ai juste un petit rappel. Donc, on a 1 heure et vos micros sont fermés. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions par chat. On les transmettra à Yael au fur et à mesure. Et voilà, si on pourra, à la fin, je vous promets rien, on pourra peut-être activer les micros pour ceux qui le souhaitent. Donc, Yael, je te laisse la parole pour te présenter et expliquer un petit peu plus sur ton enquête. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont arrivés et bonsoir d'avance à ceux qui vont nous rejoindre. Yasmine, c'est toi qui admets les personnes, c'est ça? Oui. OK. Donc, avant de me présenter, je vais juste partager avec vous mon écran. Ça sera plus facile de suivre l'évolution de notre soirée. Voilà, je pense que vous voyez. Tu me confirmes qu'on voit bien? OK. Et on m'entend? On m'entend? Parce que je ne t'entends plus. OK. D'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais donc essayer de parler du sujet qui nous rassemble ce soir. Quel impact ont les grands-parents sur l'identité juive de leurs petits-enfants? Tout ça, ça s'inscrit dans un domaine bien précis. Donc, je vais vous donner le déroulé de cette soirée. Ça va se passer, à condition que ça... Ah, je ne sais pas pourquoi. Attendez, excusez-moi, mais ça ne marche pas là. Je vais refaire un partage. Désolée. C'est les aléas de la technique. Est-ce que là, ça fonctionnerait mieux? Non. Alors, comment je fais? Hop, pardon. Excusez-moi, un dernier essai. Je vais m'y prendre autrement. Je vais, voilà, passer comme ça. Et autant pour moi. Voilà, partager l'écran. C'est ça. Et j'espère que ça fonctionne. Tu peux me confirmer que c'est bon? On voit ton écran avec... Là, c'est toujours pas bon? on Alors, voit l'écran, on voit les diapos, mais avec les diapos de côté. עם כל השקופיות הקטנות בצד. ok. Bon, moi, ça ne me dérange pas trop si ça ne vous dérange pas, parce que je veux bien faire allez, un dernier essai. OK. PowerPoint. Ici, je ferme celui-là. Celui-là, je le mets en écran. Je reviens sur Zoom. Ça ne marche pas. Hop. Dernier essai. Sinon, ça sera comme ça sera. Désolée. Voilà, je ne suis pas trop douée, mais je n'ai pas l'impression que ça soit ça. Mais on va essayer. Et là, non. Ah, peut-être. Non, c'est pas bien. Bon, ça sera comme ça sera. On ne va pas perdre du temps avec la technologie. Mais je pense que vous voyez par contre entièrement l'écran. Donc, Juste sur la première diapo. Comment? Juste sur la première diapo peut-être, non? Et alors? Non, là, on est sur la troisième. Je suis remontée là. Ah, désolée, attends 2 secondes. Je refais. C'est marrant, ça a marché tout à l'heure. Ça ne marche plus maintenant. C'est dommage. Je ferme ça. OK. Heureusement qu'on a essayé avant. Hein. Ça fait très pro, mais avec tout ça, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, on va essayer de faire ça. Oui. Et là,
Je remonte, je sors, je fais Zoom, partager. Allez, on essaye une dernière fois. Non, je ne vois pas que ça va marcher. Désolée. Bon, ça sera comme ça sera. Désolée. Bon, là, c'est bon. Là, on voit au moins la première, c'est bon. OK. Bon, on va dire que c'est bon. OK. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je vais me présenter et je vais vous présenter surtout le programme de notre Zoom. Merci beaucoup d'être avec moi. J'ai besoin de sentir aussi qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet qui est passionnant. Donc, le Zoom va se diviser en 4, pas forcément 4 parties identiques au niveau du temps, mais qui me paraissent importantes pour essayer de bien cerner le sujet. Donc, d'abord mes racines, ensuite ce que dit la tradition sur le rôle des grands-parents dans la transmission de l'identité aux petits-enfants, mon enquête, et l'enquête, vous comprendrez qu'elle est au cœur de ce sujet, et ensuite, et j'espère que ce sera un moment important, enfin pour moi il est primordial, c'est l'échange. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, il y a le chat, vous pourrez écrire des réflexions ou des questions. Je les consulterai en fin, mais si on a vraiment du temps, est-ce que j'espère, alors vous aurez la parole. Et pour moi, je sais que le Zoom, c'est l'avantage de ne pas se déplacer. Je suis ici à Jérusalem dans mon salon, vous êtes là où vous êtes. Mais d'un autre côté, c'est aussi les aléas de la technique. Donc, je commence tout de suite. Je m'appelle Yael David. Je suis née avec un seul prénom. Je suis née à Paris d'un papa d'origine juive, d'origine roumaine, mais né en France. Enfant, il a été pris pendant la guerre, interné, mais il s'est évadé. Évadé, il a pu passer les Pyrénées à pied. Il est arrivé en Palestine par bateau, à l'époque de la Palestine mandataire, et il est arrivé en Eretz Israël en 1944. Au même moment, sa maman, c'est-à-dire ma grand-mère, qui avait été arrêtée aussi à Toulouse, elle, malheureusement, a été envoyée à Drancy, de Drancy à Auschwitz, mais j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère qui avait le matricule A8558 et qui fait partie des quelques milliers, si peu, qui sont revenus d'Auschwitz et qui est revenue en France à l'adresse d'avant-guerre et qui a retrouvé ses 2 filles cachées, aidées par Monseigneur Salierge dans la région de Toulouse, alors qu'ils étaient parisiens, mais ils ont été aidés. Et donc, elle a pu retrouver son mari, mon grand-père, mes 2 tantes, et elle a pu aussi rechercher son fils, sachant qu'il était parti en Palestine. Lui-même ne savait pas ce que c'était Eretz quand je lui avais proposé. Ça, c'est pour ce qui est de ma famille paternelle. Ma famille maternelle, elle aussi juive ashkénaze, d'origine, pour ma grand-mère maternelle, elle venait de Pologne, installée à Paris, et mon grand-père, lui, était déjà né en France, d'origine aussi d'Europe de l'Est, et ils ont eu ma maman, fille unique, et de cette union sont nés 3 enfants. Je suis la deuxième, ma sœur s'appelle Déborah, et mon frère s'appelle Benjamin. Et tout de suite après ma naissance, mes parents, pour des raisons aussi économiques, sont partis s'installer à Amiens. Et j'ai grandi donc pendant 15 ans de ma jeunesse dans ce qu'on appelle les petites communautés, la ville d'Amiens en Picardie. Donc, pas vraiment d'option non plus pour une éducation juive que le Talmud Torah avec des élèves rabbins qui venaient pratiquer leur enseignement auprès des petits picards juifs de la région. Pas vraiment une vie juive, pas de cache-route, simplement Rosh Hashanah fortement marqué, Yom Kippour, où nous venions à Paris pour rejoindre les derniers membres de notre famille qui étaient sauvés de la Shoah et avec lesquels nous passions les fêtes. Et puis, très, très peu d'éducation juive, jusqu'à la classe de 3e où j'arrive à l'école Yavneh à Paris. De Yavneh, je vous la fais courte, j'ai mon bac, je pars en Israël m'installer à Jérusalem où je rejoins ma grande sœur, mon frère nous rejoint 2 ans après, et depuis nous vivons toute la famille, les parents nous ont rejoints et nous vivons en Israël. Pourquoi je raconte ma vie? Tout simplement parce qu'on parle de racines et que normalement, toute personne devrait être capable de pouvoir parler de ses grands-parents, de ses parents,
Et au moins, au niveau de 3 générations, on devrait savoir les nommer, savoir ce qu'ils ont fait, quel a été leur parcours. Maintenant, à l'époque où moi j'ai grandi, très peu de gens autour de moi avaient 4 grands-parents. Parce que les Juifs de France, comme vous le savez, ont été déportés, plus de 78 000 personnes de France ont été déportées, que 4 000 sont revenus. Donc, quand je vous dis que c'est un miracle que ma grand-mère soit revenue, on comprend la proportion des chiffres. Et puis, j'ai grandi à Amiens. À Amiens, la chance de perpétuer des racines juives, ou plutôt pas des racines, parce que les racines avaient été vraiment brûlées, c'est le cas de les dire, mais au moins faire fleurir quelques branches, c'était un avenir un petit peu perdu. On va tout de suite en parler. Donc, si je vous raconte ma vie, c'est pour que vous compreniez aussi que le sujet qui nous touche est un sujet qui me touche personnellement, auquel j'ai été sensible un petit peu quand j'étais jeune, mais à mon époque, dans ma famille, en tout cas, on ne fréquentait pas de gens issus de mariage mixte. Mon père nous avait prévenu que s'il y avait quelqu'un qui quittait le judaïsme, il quitterait aussi la famille. Et on a été élevés comme ça. Donc, c'était pour nous un devoir de transmettre, un devoir de faire au nom de l'histoire, au nom d'une tradition, au nom de 2000 ans, même si on n'est pas du tout pratiquant, mais on avait ce judaïsme. Et c'est pour ça que j'insiste aussi, parce que ça va être un sujet que vous allez retrouver un peu plus tard. Je m'appelle Yael et je peux vous dire qu'à Amiens, des Yael, à mon époque, il n'y en avait pas deux. Et le choix du prénom, mon nom de famille c'est David, c'était marqué au fer rouge aussi une identité très claire. J'ouvre une parenthèse, pour ceux qui connaissent les rumeurs antisémites de 1969, donc 20 ans à peu près après la guerre. Donc le magasin Liberty d'Amiens, c'était le magasin de mes parents. Donc, on revit, 25 ans après la guerre, une autre poursuite des Juifs, comme vous le savez. Donc, nous, on était petits-enfants à l'époque, mais on sait ce que notre famille vit en France à cette époque-là, et notre identité juive est automatiquement impactée par d'un côté, l'envie de faire partie de la société, et de l'autre côté, de préserver une étincelle de judaïsme très, très, très traditionnelle et pas très pratiquante, mais très forte. J'en arrive donc je fais un saut dans le temps. En Israël, j'ai la chance d'étudier et de pratiquer l'éducation juive, c'est-à-dire de travailler sur l'identité juive auprès des jeunes, de faire aussi de la formation des maîtres en France, en Europe, au sein de l'Alliance israélite universelle pendant une dizaine d'années. Et là, dans les années 90, je croise de plus en plus de gens qui ont une identité juive qui m'était jusqu'alors vraiment inconnue. Pour moi, il n'y avait pas de demi-juif, il n'y avait pas de mariage mixte, il n'y avait pas tout ça, mais c'était pour moi, ça avait été caché sous le tapis. Et puis, il fallait reconstruire une communauté. Donc, de ces cas-là, on ne s'occupait pas. Et en France, j'avais découvert un judaïsme consistorial auquel j'adhère, très traditionnaliste, dans le respect de la halakha. Et donc, tous les gens qui gravitaient autour des communautés, tant qu'ils pouvaient prouver leur judaïsme, y avaient leur place. Mais dans les écoles juives, par exemple, s'il n'y avait pas de conversion, alors il n'y avait pas de non-juifs dans les écoles juives. Imaginez un directeur d'école juive non-juif, c'était quelque chose que je voyais en Europe, qu'on ne voyait pas en France. Et tout ça m'interpellait jusqu'à mon doctorat. Donc, j'ai poursuivi mes études. Et quand j'ai fait mon doctorat, je me suis rapprochée de Lanteuil, qui se trouve à quelques kilomètres de Brive-la-Gaillarde. Et j'ai beaucoup sillonné en Corrèze. Et c'est là que des paysans ou des gens venaient et me disaient « Vous savez, moi aussi, je suis juive ». Ou à Montpellier, sur la place de la Comédie, une vendeuse au marché me dit « Vous savez… » parce que j'étais avec quelqu'un avec une kippa, un Israélien, vous savez, moi aussi, je suis juive. Et donc, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de juifs partout en France ou d'origine juive, et les gens, personne ne leur adresse la parole, ils n'ont pas vraiment l'occasion de l'exprimer. Donc ça va m'amener au troisième sujet qui est aujourd'hui le cœur de ma recherche, même si mon doctorat porte tout à fait sur autre chose. Mais s'il y a des juifs à Lanteuil, à Perpignan, à Amiens, à Cerisy-Bulleux, alors il y a des juifs partout en France ou des gens avec des origines juives, et je ne sais pas quelle est la plateforme qui leur donne vraiment une écoute, la parole. Et donc, je m'intéresse à ce sujet, et c'est de ça que je vous parlerai en troisième partie.
dans le jargon professionnel des gens qui s'intéressent à ce sujet, c'est ce qu'on appelle des proches éloignés. C'est ce que vous voyez sur l'écran. Proches parce qu'ils sont de la famille, éloignés parce qu'ils se sont éloignés du judaïsme et que bien souvent, la famille aussi les en a éloignés. Alors, le rôle des grands-parents. Finalement, on pourrait se demander, est-ce que le judaïsme a quelque chose à proposer d'un point de vue pédagogique aux grands-parents? Est-ce que le fait d'avoir simplement rempli son rôle de parent vis-à-vis de ses enfants juifs, et on le verra, ou non juifs, est-ce que le fait d'avoir été un parent suffit ou est-ce qu'il y aurait dans cette chaîne des générations un rôle des grands-parents? Alors, je regrette ce monologue parce que j'aurais aimé que vous réagissiez et que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc, c'est toute seule que je vais y répondre, mais encore une fois, vous avez le chat et puis vous aurez les micros, donc je vous promets que je vous écouterai. Donc, dans le judaïsme, on a l'habitude de se baser pour essayer de comprendre la méthodologie un petit peu, je voudrais vous partager la méthodologie des enseignements. On essaye toujours de remonter au texte le plus ancien, c'est-à-dire la Torah, le Pentateuque. Le Pentateuque lui-même est suivi des prophètes et des hagiographes, et puis ensuite vient ce qu'on appelle la Mishnah, ensuite le commentaire de la Mishnah étant le Talmud. Dans le Talmud, on trouve toute une forme d'écriture qu'on appelle la Gada, et de là sortent après tous les livres qui succèdent et qui se succèdent les uns les autres. Mais évidemment, quand on veut parler d'un sujet, l'idéal, ce serait toujours de remonter, si possible, au Pentateuque. Alors, je vais essayer de partager avec vous quelques références sur le sujet des grands-parents. Et heureusement, on a une référence biblique. Et elle va nous poser tous les problèmes qui vont engendrer, évidemment, les autres références. Donc, un petit moment d'étude et on revient au sujet, mais au moins pour essayer de comprendre. Alors, dans le 5e livre, le Deutéronome, au chapitre 4, versets 8 et 9, je vous les ai inscrits, j'espère que vous les voyez. En tout cas, je vais les lire tout doucement. C'est Moïse qui donc s'adresse aux enfants d'Israël, c'est ses derniers moments de vie, et il fait un petit peu un récapitulatif et surtout il donne des conseils au peuple qui va quitter le désert et qui va rentrer en terre de Canaan, qui va rentrer en Eretz Israël. Mais aussi garde-toi et évite avec soin, pour ton salut, d'oublier les événements dont tes yeux furent témoins, de les laisser échapper de ta pensée à aucun moment de ton existence. Fais-les connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. N'oublie pas ce jour où tu parus en présence de l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel m'eut dit: convoque ce peuple de ma part, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me révérer tant qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Alors, l'enseignement du père à l'enfant, c'est quelque chose de très connu qui revient en boucle. On voit aussi les enseignements, la succession des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est la première référence qu'on a aux petits-enfants. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, que vient nous dire ce texte? Gardez-le en mémoire, on va avancer. On a un autre texte qui vient confirmer, et ça, les rabbins, quand ils s'expriment, ils aiment bien ajouter du texte au texte pour revenir aux fondamentaux qui sont, comme je vous ai dit, la Bible, le Tanakh. Donc, on a un texte d'Isaïe qui nous dit: « Quant à moi, dit l'Éternel, voici quel est mon pacte avec eux, mon inspiration qui repose sur toi et les paroles que j'ai mises dans ta bouche. Elles ne doivent point s'écarter de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de celle des enfants de tes enfants, soit à présent, soit dans les temps futurs. » Donc là, on a un devoir non seulement de transmettre, mais si vous voyez la différence, c'est que le premier texte tout à l'heure, il ne fallait pas oublier et il fallait transmettre un événement. Tandis que là, il s'agit des paroles. Donc, il y a une petite différence entre les deux textes. C'est sur ça que les sages vont essayer de discuter dans le Talmud. Est-ce qu'il faut se souvenir des paroles de la Torah, des paroles qui ont été données au mont Sinaï, ou est-ce qu'il faut se souvenir d'autre chose? On va y arriver.
J'espère que je suis claire. En tout cas, c'est une référence aux petits-enfants. Donc, ça incombe évidemment aux grands-parents. On arrive maintenant au Talmud. Le Talmud, lui, nous amène un sage qui s'appelle Yehoshua ben Lévi et il dit « Celui qui enseigne la Torah à ses fils, les textes le considèrent comme l'ayant reçu directement de Choreb. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un père prend un texte et qu'il veut l'étudier avec son fils, il fait ce devoir de transmission depuis le mont Sinaï par sa bouche à lui, et quand il va le transmettre à son fils, c'est comme si ce fils assistait à l'événement du mont Sinaï. Fais-le connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants, écrit la Torah, ce jour où tu parus en présence de l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Donc tout ça est bien signifié dans le texte, dans le codex, dans le texte plutôt de la Bible, et confirmé par Rabbi Yehoshua ben Lévi qui dit « Quand on enseigne, c'est comme si on revenait à l'enseignement originel du jour où on a reçu la Torah. » Auquel cas, c'est plus très important puisque c'est passé de père en fils depuis Moïse jusqu'à nos jours. Et d'autres textes nous diront, c'est très important de citer ces sources. On dit que celui qui dit les choses au nom de celui qui les a dites amène une certaine délivrance dans le monde. Donc, on pourrait dire à chaque fois qu'on enseigne la Torah, finalement, puisqu'elle est originelle au mont Sinaï, eh bien, on enseigne la Torah de Moïse. Mais non, quelquefois, on va avoir des rabbins qui vont venir apporter, surtout dans le Talmud, des noms, comme par exemple Yehoshua ben Lévi, qui rajoute une idée à l'idée de base qui est dans la Torah. Et donc, on va dire les noms au nom de celui qui les a dites. Ça veut dire que peut-être que l'idée de Yehoshua ben Lévi, elle existait avant, mais personne ne l'a retenue ou prononcée. Donc, ce qu'on fait, c'est que je pense que vous le faites dans vos familles. Ah, mon grand-père avait l'habitude de dire, peut-être que lui-même répétait ce que son grand-père disait, mais en attendant, nous, on ne peut s'arrêter que là où on est sûr. C'est un peu comme les couches archéologiques. Quand on est sûr que c'est, je ne sais pas, égyptien, alors, même si c'est plus ancien, en tout cas, on s'arrête à cette datation. Et bien la même chose pour l'enseignement. Sinon, effectivement, on pourrait dire, puisqu'il n'y a qu'une Torah avec 70 facettes, tout vient de Moïse. Donc, toutes les paroles que nous citons, ce sont les paroles du mont Sinaï. Donc, c'est ce que vient ajouter ce traité. Avec tout ça, on revient toujours à l'idée que le grand-parent a un rôle. Dans un autre texte, on nous dit, finalement, Abraham, par rapport à Isaac, auquel il a transmis la foi en un Dieu unique et toute sa révélation, n'est appelé Avraham Avinu, notre père, que quand apparaît Jacob. Jacob, c'est la confirmation de la paternité, mais pas en tant que père, puisqu'Abraham est le grand-père de Jacob, mais c'est la confirmation d'une chaîne de transmission. Quand on transmet de père en fils, ça peut être perdu. Quand il y a 3 générations, et c'est là le rôle des grands-parents, c'est d'assurer qu'il y ait ces 3 générations qui se succèdent. On va y arriver à la complexité d'être un parent, même quand on est grand-parent. Donc, je vous amène une autre source qui nous ouvre les yeux sur une question qui n'est pas résolue dans le texte que je vais vous donner, mais qui a plusieurs facettes, et je vais vous donner quelques clés. Jusqu'où un homme doit-il enseigner à son fils la Torah? Et là, on va avoir plusieurs avis. Mais un des avis nous dit, Rabbi Yehuda a dit, Rabbi Shmuel a dit, comme Zévou, donc Rabbi Yehuda, Rabbi Shmuel, ça veut dire que peut-être que d'autres l'ont dit avant, mais en tout cas, nous on retient leur parole à eux comme étant quelque chose de nouveau, plus ou moins. Comme Zevulun ben Dan, dont le père de son père lui avait enseigné la Torah, la Mishnah, le Talmud, la Halacha, la Haggadah. Donc, il semblerait qu'on a un exemple, un archétype de quelqu'un qui aurait appris tous ces enseignements du père de son père, c'est-à-dire de son grand-père. En quoi le grand-père est-il obligé? Il est écrit, et on le dit 3 fois par jour quand on lit le schéma Israël, enseignez à vos enfants en répétant avec Dibar Tabal. Donc, on a un devoir de père ou de mère aux enfants à transmettre. Mais d'où vient ce grand-père? À quoi répond-il?
N'est-il pas écrit enseignez à vos enfants en le répétant et non pas aux enfants de vos enfants? Quel est donc ce commandement? Alors là, s'il y a une mitzvah, s'il y a un commandement, on voudrait bien avoir une référence biblique, puisque les 613 commandements font partie de la Bible. Donc, on nous dit, fais-le connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants, c'est-à-dire ce qu'on avait lu en premier texte. À partir du moment où on nous a dit, tu dois transmettre aux enfants et aux enfants de tes enfants, c'est donc à ça que répond le grand-père de Zvulun ben Dan. Il applique cette mitzvah. Alors, je vais un petit peu avancer pour ne pas trop m'attarder, mais pour vous dire qu'il y a des références pour enseigner au fils de son fils. Et on nous dit, celui qui enseigne à son fils et au fils de son fils, c'est comme s'il recevait directement la Torah du mont Sinaï. De nouveau, et ça c'est une notion fondamentale chez André Neher, pour ceux qui le lisent et qui connaissent son livre qui s'appelle d'ailleurs « Le maillon dans la chaîne », s'il y a une chaîne de transmission, le grand-père a un rôle. Et ce n'est pas simplement le père au fils. D'autant que le père au fils, vous le savez parce que vous avez dû le vivre, très souvent, c'est une transmission qui est aussi problématique et qui va engendrer un conflit. Et bien souvent, le fils n'a pas envie d'écouter son père. Quand je dis le fils, on est d'accord, c'est le fils ou la fille. En tout cas, dans ce rôle de transmetteur, tout d'un coup, la dernière génération n'a pas tellement envie d'écouter les parents. Ils sont ringards, ils ne savent pas. Nous, on est jeunes, nous, on va leur expliquer. Nous, ce n'est pas comme ça, etc., etc. Et donc, on va voir des enfants partir dans d'autres directions. Un petit peu, certains diront pour le faire exprès, je ne suis pas certaine que ce n'est pas aussi la manière pour un enfant d'exprimer sa propre identité. Or, quand on parle de transmission du judaïsme, c'est un petit peu embêtant de partir tellement loin j'ai envie de dire, du tronc ou des racines de l'arbre, parce que quand on déconnecte le tronc des racines, c'est plus un arbre, et quand on déconnecte les branches du tronc, c'est plus un arbre, et refaire refleurir une branche, c'est pas impossible, en créant des greffes, en créant des moyens de revenir, de même refleurir et de donner des fruits, mais en attendant, il y a cette cassure, et cette cassure, quelquefois, elle est dans la transmission du judaïsme, elle peut être sans porter de jugement, mais elle peut être terrible au niveau de ce que ça représente, en tout cas, pour celui qui casse. Mais celui qui casse m'intéresse beaucoup moins que le petit-fils et le grand-père, ou la petite-fille et le grand-père et la grand-mère. Les grands-parents, semble-t-il, ont quand même un rôle à jouer, et on l'a vu, pour transmettre. Alors, il y a une discussion entre les rabbins. Je continue. Dans le traité de Shabbat, non, je vais juste vous dire, on a une discussion entre les rabbins. Qu'est-ce qu'il faudrait transmettre de ces paroles qu'on a lues dans le premier verset que je vous ai apporté tout à l'heure? Est-ce que c'est répéter, tout simplement? Est-ce que c'est expliquer? Est-ce que finalement, ce n'est pas le contenu du tout qui nous intéresse, mais l'expérience du mont Sinaï, et c'est ça qu'un grand-père doit transmettre à ses petits-enfants? Et finalement, ce grand-père, il a été aussi père. Donc, si son fils a pris une autre voie, est-ce que pour autant le grand-père a perdu son rôle de présenter le judaïsme à ses petits-enfants, quand bien même serait-il juif ou quand bien même ne le serait-il plus? Est-ce qu'il y a encore un rôle des grands-parents vis-à-vis de ces fruits ou de ces branches qui finalement grandissent sur un tronc brisé, creusé ou quelquefois déconnecté? On a une source pour renforcer, comme je vous ai dit, à chaque fois on cherche toujours des sources bibliques, etc. On a une autre source qui nous dit dans le traité de Shabbat, dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit Rabbi Yoshua ben Lévi, semblerait-il le même que tout à l'heure, avait l'habitude d'écouter la paracha de la bouche de son petit-fils chaque veille de Shabbat. Une fois, alors qu'il était au bain à Tibériade, donc ça c'est bien la preuve qu'au moins à l'époque talmudique, il y avait des rabbins qui vivaient ici sur la terre où j'habite, il s'est rappelé qu'il avait oublié cette étude. Or, on a donc on peut comprendre, c'est vendredi après-midi, les rabbins, enfin tout le monde se prépare pour le Shabbat, surtout à une époque où il n'y a pas beaucoup d'eau et il n'y a pas l'eau courante à la maison, donc les gens vont au bain public. Donc ce rabbin se rend au bain de Tibériade et
il croise un autre rabbin et tout d'un coup, tilt, waouh, j'ai oublié. Et ça, c'est vendredi après-midi, puisque la préparation du Shabbat, c'est le plus tôt possible, mais finalement, le vendredi, à l'approche du Shabbat, c'est là où les gens courent au bain pour être propres et prêts à accueillir la reine du Shabbat. Donc, il fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a des moments où l'après-midi, on nous dit, si tu commences quelque chose, ne t'arrête pas, termine-le, parce que tu risques de rater cette prière qu'on appelle mincha. Et c'est pas bien d'interrompre ton travail pour la prière, parce que le risque, c'est d'être tellement absorbé par ce que tu fais que tu risques de rater le moment de la prière. Donc, on nous raconte dans ce traité talmudique que lui, on ne sait pas s'il était déjà nu ou s'il était encore habillé, mais toujours est-il il quitte les bains et il quitte ses amis rabbins qui sont aussi au bain et lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand c'est marqué qu'un grand-père, il doit écouter à quoi tu réponds là? Et il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer la grandeur que ça représente pour moi, grand-père, d'écouter mon petit-fils me raconter la transmission. Et à partir du moment où vous comprendrez cette grandeur-là, vous comprendrez qu'on peut interrompre tout ce qu'on est en train de faire pour écouter son petit-fils transmettre. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de là on peut comprendre aussi que tant qu'Abraham n'avait pas vu Jacob et la transmission, alors le rôle d'Abraham n'était pas Avinu, n'avait pas rempli son rôle paternel. Le rôle d'un grand-père, c'est d'avoir élevé ses enfants et d'avoir la chance de voir ses petits-enfants. Parmi les choses qui incombent à l'homme de faire vis-à-vis de ses enfants, lui apprendre un métier, lui apprendre à lire, il y a aussi de le marier jeune. Pourquoi le marier jeune? Parce qu'à l'époque, pas tout le monde voyait 3 générations. Donc, ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure. Pas tout le monde dans ma génération a connu ses 4 grands-parents. Et connaître ses 4 grands-parents, ce n'est pas simplement avoir un nom sur un livret de famille, c'est d'avoir eu le temps de les côtoyer. Qu'est-ce que disent ces rabbins? Ils disent, si tu maries tôt ton fils, tu auras la chance de voir de tes propres yeux ton petit-fils. Alors, étudier avec ton petit-fils. Ce n'est pas simplement le voir téter ou balbutier, c'est avoir la chance d'étudier avec ton petit-fils. C'est quelque chose d'extraordinaire pour un grand-père, d'être apaisé, de voir que son rôle d'éducateur est passé par 2 générations. Finalement, il voit une chaîne. 2 maillons, ça ne représente pas une chaîne. 3 maillons, c'est déjà une chaîne. Et quel que soit l'état du maillon intermédiaire. Donc, le grand-père ou la grand-mère. Alors bon, c'est vrai que dans le judaïsme, beaucoup de moments conviviaux et familiaux passent par la table. Donc, c'est peut-être le rôle des grands-mères aussi d'attirer les petits-enfants avec des gâteaux, du couscous, des cigares ou du gefilte fish. Mais c'est aussi le rôle des grands-parents de garder ce lien avec les petits-enfants pour qu'il y ait une transmission. Et c'est dans le livre de Michelet, il est écrit que le couronnement des parents sont que le couronnement des parents sont leurs petits-enfants et que la gloire des enfants sont les parents. Donc, il y a cette idée que sans cesse, on doit faire partie de cette chaîne. Alors, il y a un avis de Nachmanide, contrairement à, vous savez qu'on compte 613 commandements dans la Torah, positifs et négatifs, des choses à faire et ne pas faire, mais pas tous les rabbins les comptent de la même manière. Et Nachmanide s'oppose à la majorité des gens, et lui, il considère cette phrase dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Fais-le connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants », non pas comme un conseil, mais comme une mitzvah. Et c'est quoi donc qu'il faille faire connaître à tes enfants et petits-enfants? Il ne s'agit pas pour Maïmonide du contenu des 10 commandements qui va lui être un enseignement dans toute la largeur de ce qu'on appelle enseigner la Torah, et tu diras à tes enfants. Mais ce que tu dois transmettre à tes enfants et petits-enfants, c'est cette expérience du Sinaï. Alors là, je vous envoie à tous les commentateurs par rapport, et on vient de passer Shavuot, la fête justement du don de la Torah au mont Sinaï. Et cette expérience du mont Sinaï, c'est elle qui doit passer, selon Maïmonide, d'un grand-père à ses enfants et petits-enfants.
savoir qu'on était tous là, réunis au pied de la montagne, que Dieu s'est adressé non pas seulement à Moïse, mais à tout le monde, et que tout le monde a vu ce qui s'est passé au Sinaï et a entendu, et que 3 jours avant, les gens tremblaient tellement ils étaient émus et se sont préparés, ils ont lavé leurs vêtements, ils se sont approchés sans toucher la montagne, exactement comme Moïse leur avait dit, pour vivre une expérience unique, référée, mais unique, et qui doit continuer à être perpétuée et être racontée. Alors, je vais arrêter ici les enseignements du rôle des grands-parents, mais vous l'avez compris, les grands-parents, c'est une expérience. Des grands-parents juifs transmettent à leurs petits-enfants une expérience. Qu'elle passe comme ma grand-mère par Auschwitz, ou qu'elle passe comme mon père aujourd'hui à ses petits-enfants, comme un petit jeune de 12 ans qui s'évade pour sauver sa peau, qui quitte toute sa famille, qui ne sait pas s'il les reverra, qui arrive ici en Palestine, qui se bat pour la défense d'un État qui va naître, qui apprend ici l'hébreu et la Torah alors qu'il ne connaissait rien en tant que juif roumain à Paris, à part le yiddish. Et ces expériences-là, ce sont les expériences des grands-parents. Et quand on n'a pas beaucoup de Torah à transmettre à ses enfants, il y a ce qu'on appelle Torah Trayim, c'est-à-dire l'expérience de vie juive. Et si elle passe par un couscous, un cigare, un gefilte fish ou une histoire de famille très forte qui marque l'identité, alors peu importe ce qui s'est passé au milieu entre les grands-parents et les petits-enfants, puisque semblerait-il que, et le sujet qui nous intéresse, c'est justement quand les enfants n'ont pas suivi la voie des grands-parents. Alors là, ça m'amène directement au 3e point. Je vais être brève, je vais l'illustrer par un exemple, vous allez comprendre de quoi il s'agit. J'ai créé un questionnaire en ligne sur, vous avez ici le code, vous pouvez le scanner maintenant, ou alors racinesjuives.fr, et à la fin, on mettra dans le chat le lien. C'est un questionnaire en ligne qui comprend 15 questions, ce n'est pas beaucoup, en 5 rubriques. Et ça ne prend pas tellement de temps, sauf si les gens veulent se poser des questions. Il s'adresse à des Français, des gens qui vivent en France, d'origine juive, ayant au moins un grand-parent juif, au moins un grand-parent qui ne l'est pas. Pourquoi ça ne va pas plus loin que les grands-parents? Ben, d'abord, vous avez compris que c'était un sujet en soi. Deuxièmement, il y a beaucoup de maranes, par exemple, dans la région sud-ouest que j'ai rencontrées. L'identité marane, elle a quand même plus de 500 ans. 500 ans, c'est une vingtaine de générations. C'est difficile d'essayer de comprendre cette chaîne, surtout qu'il y a une expérience de vie et de culture spécifique aux maranes. Donc, ce n'est pas à eux que je m'adresse. À qui je m'adresse? Bien, je m'adresse à ce que j'appelle, moi j'essaye de passer ce que j'appelle sous l'iceberg. Aujourd'hui, en France, on parle à peu près de 480 000 juifs, 450 000 juifs dans la communauté juive de France. Reste à définir ce qu'on appelle la communauté. Et il y aurait, d'après les observateurs du peuple juif, on a l'université hébraïque et pas seulement, en Israël, on a quelques personnes qui s'intéressent très sérieusement et qui sifflent aussi aux oreilles des mouvements sionistes ou des gouvernements israéliens pour donner la température du peuple juif en dehors d'Israël. Or, il devrait, je vous ai parlé de 480 000 juifs en France, statistiquement, il devrait y avoir en France, je ne compte pas la Shoah, donc depuis les années 70, on devrait avoir en France à peu près 1 300 000 juifs, dont 100 000, on le sait, ont quitté la France pour d'autres communautés, on les a retrouvées, comme les États-Unis, l'Angleterre et Israël, et d'autres, évidemment, d'autres communautés. Donc, c'est une estimation à peu près de 100 000. Puis chez nous, on n'aime pas trop les chiffres. Mais il nous manque à peu près entre 550 000 et 700 000 personnes d'origine juive à la 3e génération. Pourquoi c'est important pour moi? Parce qu'il y a une loi en Israël qui s'appelle la loi du retour, qui a été promulguée en 1950, qui donne l'autorisation d'émigrer en Israël à toute personne prouvant qu'il a au moins un grand-parent juif ou qu'il est converti au judaïsme. On va laisser pour l'instant les convertis de côté. Une personne ayant un grand-parent juif, ça ne veut pas dire forcément juif selon la halakha, puisqu'il faut avoir une grand-mère maternelle juive pour être juif selon la halakha rabbinique.
Après, je ne vais pas rentrer dans toutes les variantes et possibilités. Je dis juste que pour devenir israélien et donc appartenir à l'État juif, sans pour autant l'être, il suffit d'avoir un grand-parent juif et de le prouver. À partir de ce moment-là, vous pouvez venir avec votre conjoint, qui n'est pas juif, vos 3 enfants, qui ne sont pas juifs, leur conjoint, etc. Et donc, une personne comme ça peut venir avec elle, avec environ 15 personnes non juives qui l'accompagnent et qui vont automatiquement, en s'installant en Israël, impacter l'aspect juif de l'État juif. Et donc, c'est vraiment il se trouve que mon sujet à moi, qui est la responsabilité ou le devoir des grands-parents vis-à-vis des petits-enfants et l'inverse dans la chaîne des générations, rencontre cette loi qu'on appelle la loi du retour, qui est encore valable, mais que beaucoup aimeraient voir changer, sachant que, par exemple, rien qu'en 2022, plus de 49 000 personnes non juives sont venues émigrer en Israël selon cette loi du retour, essentiellement non pas d'Ukraine, mais de Russie. Donc, ça change beaucoup la donne d'un État juif tel que Herzl l'imaginait, tel que les pères du sionisme l'imaginaient, mais aussi tel que les fondateurs de l'État d'Israël, Ben Gurion et d'autres, même si la laïcité est représentée fortement en majorité en Israël, c'est une laïcité juive. Or là, on parle de personnes qui, a priori, ne le sont pas. Donc, c'est en cela que mon sujet rejoint un sujet qui va être d'actualité. Je ne veux pas m'étendre, je vous dis tout de suite, je ne m'étendrai pas sur la loi du retour ou ce qu'on appelle Chok HaNeched. C'est un sujet qui n'est pas encore brûlant parce qu'en Israël, il y a d'autres priorités aujourd'hui, mais c'est clair que c'est un sujet qui va être mis sur la table et qui, d'ailleurs, en géopolitique, ne concerne pas que les Juifs uniquement, la loi du retour, etc. Vous comprenez que ça concerne aussi d'autres personnes dans la région. Donc, je vais vous donner un exemple et je m'arrête. Quand on est né d'un papa enfant caché pendant la guerre en France, un petit garçon de 2 ans, qui a bien entendu un prénom juif polonais, un nom de famille juif typique, mais finalement qui ne retrouvera jamais ses parents, donc qui est élevé par une famille de paysans, qui va grandir comme un petit Français. Et je ne sais pas si vous avez regardé hier France 2, il y avait justement un film avec Mathilde Seigné, on voyait cette petite fille qui essaye de se rappeler de son prénom, Sarah, alors qu'on lui demande de se faire appeler Adèle. Donc ce petit-là, il va essayer de garder quelque chose dans sa mémoire, c'est la mémoire d'un enfant de 2 ans, donc il ne va rien rester, ni dans les pratiques, ni dans les berceuses, ni dans même l'image de ses parents. Il va grandir en France, il va se marier avec une non-juive parce que son identité juive de toute façon n'existe pas et le malheur de la Shoah, etc. Donc, il se marie avec la femme qu'il épouse et ils ont une fille. Cette fille a 10 ans, demande à ses grands-parents « Pourquoi j'ai que des grands-parents du côté de ma maman alors que tout le monde a des grands-parents ?» Sa grand-mère lui répond « Mais tu sais, tu avais des grands-parents » et elle lui raconte ce qu'on peut raconter une petite fille de 10 ans. Et donc, elle va mettre ça de côté dans sa tête et on est dans des années où, vous le comprenez, historiquement, les gens n'ont pas trop envie non plus trop de parler et de remuer le passé. Et elle va attendre l'âge de la retraite. Elle a écrit un livre. Pour l'instant, je garde l'anonymat vis-à-vis de cette personne parce qu'elle n'a pas souhaité non plus publier le livre sous son nom parce qu'elle avait peur que tout d'un coup, ses collègues, etc., découvrent qu'elle était juive. Et qu'est-ce que ça pouvait avoir comme incidence, sachant que quand on est juif, c'est aussi risquer sa vie en France. Et donc, elle va s'intéresser qu'à l'âge de la retraite à l'histoire de son papa, qui a aujourd'hui 83 ans, elle en a une soixantaine, et elle va commencer à comprendre tout un héritage qui lui a été arraché, toute une histoire. Elle va retourner jusqu'en Russie, jusqu'en Pologne, retrouver des membres de la famille grâce à de la généalogie, grâce à des arbres de généalogie en ligne, grâce à Internet. Et finalement, elle se rapproche tout doucement du judaïsme sans volonté vraiment de se convertir. Mais quand j'ai donc échangé avec elle, et je pose toujours cette question, mon questionnaire, je ne l'ai pas dit, mais je le dis là, et c'est important. Il est anonyme, mais seulement il y a 30% des personnes qui me laissent les coordonnées. Il y a la possibilité de laisser les coordonnées pour avoir les résultats.
Et il y a la possibilité de cocher aussi « Je souhaiterais être interviewé ou témoigner dans le cadre de cette enquête ». Et j'ai 30% de gens qui veulent raconter leur vie. Et quand je fais un Zoom avec eux qui dure une quarantaine de minutes, à la fin, je pose toujours cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ma démarche? Et les gens pleurent ou sont très émus en disant, écoutez, ça fait tant d'années, ça peut être un jeune de 18 ans, ça peut être quelqu'un de 40 ans ou de 60 ans, des gens troublés parce qu'on leur a jamais donné la parole, parce qu'on les a jamais écoutés, mais en fait, ils n'avaient pas vraiment avec qui parler. Avec leur belle-sœur juive, c'est pas un sujet. Avec les beaux-parents, non plus. Avec les enfants, pourquoi les embrouiller? Et donc, moi, je rencontre ces gens qui font peut-être partie de ces 700 000 ou 500 000 ou peu importe. Je suis sous l'iceberg et j'écoute. Je ne juge pas, je m'interroge avec eux sur qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'il y a à apprendre d'abord de cette histoire et comment finalement voir dans ce potentiel. Alors, je ne parle pas de la loi du retour, vous avez bien compris que elle concernait aussi ces gens. J'ai une autre partie de personnes, c'est très différent, qui me contactent en me disant, écoutez, moi j'ai 82 ans aujourd'hui, je suis juive, je ne peux pas le prouver, mais je ne veux pas être enterrée comme non-juive. Quand je me suis mariée avec mon mari qui n'était pas juif, la famille a coupé les ponts. Je n'ai eu aucun contact. Aujourd'hui, pour moi, c'est très important de revenir aux sources. Et je n'arrive pas à prouver ma judaïté, parce que je n'ai pas la ketouba de mes parents, je n'ai plus de contact avec ma famille, beaucoup sont morts. Et pour moi, c'est important de revenir à ces sources. Et je suis en plus passionnée par le judaïsme aujourd'hui, grâce à Internet, même dans des villages profonds de la France, on peut s'intéresser à Israël, au judaïsme, à la culture juive, etc. Donc voilà deux exemples qui ne se rejoignent pas, mais qui vous montrent la complexité du sujet. Maintenant, je pense que je vais vous donner la parole. Donc, si vous le voulez bien, donnez-moi 2 secondes, je vais consulter le chat. Et tu me dis, Yasmine, comment tu veux qu'on procède? Je vais juste regarder là. Et alors. Je pense que oui, si tu peux regarder le chat et répondre, parce que je vois quelques remarques qui sont hors sujet. Un petit peu. Hors sujet, tu dis? Non, regarde. Alors, attends. Alors, bon, c'est Jacob, attendez. Là, alors, est-ce que vous pouvez par contre arrêter peut-être de rajouter des messages? Je vais essayer de reprendre. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Un tout petit instant. Je vais essayer. Je ne vois plus le chat. Je suis perdue. Chat, discussion. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas. Alors, c'est n'importe quoi cette réflexion. Je ne sais pas, absolument. Alors, Israël est un pays où les Juifs... Ah, je le prends à l'envers peut-être. Donc, je vais... Parce que je pense pour remonter. Voilà. Alors, ok. Bonsoir, je suis sur mon PC. Alors, d'accord. Ensuite, bonsoir. Pareil, j'ai un problème de caméra, mais ce n'est pas grave. Vous êtes avec nous. Bonsoir, c'est bon. Oui, c'est bon. Allez, allez. Là. Alors, dans le cadre de son... Ça, c'est toi qui l'as posté, non? Oui, c'est un... Oui. D'accord. Donc, ça, si vous voulez, l'adresse, elle se trouve sur racinejuive.fr. Si vous avez des gens, je répète, c'est anonyme, des gens juifs ayant au moins un grand-parent juif, juif ou pas juif, mais ayant au moins un grand-parent juif et au moins un grand-parent qui ne l'est pas, et qui souhaiteraient s'interroger sur leur identité et répondre à ce questionnaire. Chère madame, je suis une administrative du cercle de généalogie juive. Je vous connais sans vous connaître, mais j'aimerais beaucoup échanger avec vous, d'accord? Pourriez-vous me contacter? D'accord, Claire, je vais garder je ne sais pas comment je fais, mais je vais garder ce contact. Effectivement, la généalogie juive est quelque chose de très intéressant. Ça peut faire peur aussi de poster sur Internet son judaïsme ou sa judaïté. J'ai des gens qui ont peur, vraiment, hein, qu'on voit, qu'un conjoint découvre. J'ai des gens qui témoignent en disant personne dans ma famille n'est au courant, mais je me suis rendu compte que j'avais des origines juives, je ne sais pas comment en parler, et les gens effectivement prennent contact. Alors effectivement, la généalogie pour prouver, je sais que en parlant avec les rabbins du consistoire, c'est très important de se tourner vers le cercle de généalogie juive, puisque eux peuvent, grâce à des
ramifications, donner des réponses à des témoignages qui ont disparu. L'Afrique du Nord aussi, beaucoup de communautés d'Afrique du Nord n'avaient pas, les registres n'ont pas été transmis au consistoire de France et c'est dommage, mais on peut, grâce à des rabbins encore, c'est difficile, mais il y a encore des gens de 90 ans qui se rappellent et qui peuvent témoigner. Chère madame, ça c'est vrai, pourriez-vous me donner votre mail? Alors mon mail, vous allez sur le site racinesjuives.fr et vous écrivez à travers le mail qui est dans Contact. Maintenant, je vais en profiter pour vous dire que je serai en France du 11 au 19 juin. Je vais mettre ça sur mon site Racines Juives, au pluriel, racinesjuives.fr. Je vais mettre mes interventions. J'interviens au centre culturel de la rue Lafayette à Paris. J'interviens à Nantes, à Neuilly et avec les étudiants et encore sûrement d'autres rendez-vous. Et si vous voulez me rencontrer en journée, puisque mes interventions sont en fin de journée, d'ailleurs, pas qu'à Paris. Donc, si vous voulez, prenez contact directement avec moi. Je ferai l'effort d'aller au-devant de vous, si ce n'est pas non plus à l'autre bout de la France, mais avec grand plaisir. Sera-t-il possible de réécouter la conférence? Alors, elle est sur YouTube. Je ne sais pas. Après, il faut voir avec l'OSM. Elle est en YouTube direct, donc normalement, oui. Elle est sur Facebook Live et après, elle sera aussi mise sur YouTube. Alors, je vois que on me demande, est-ce qu'on est juif par la naissance ou par transmission? Pourquoi est-on juif par la naissance d'une mère juive alors que la transmission est du domaine du père? Alors, le rôle de la mère, il existe aussi dans les 10 commandements. On nous dit « honore ton père et ta mère » et dans un autre endroit, on nous dit « tu respecteras ta mère et ton père ». Donc, il y a un rôle et de la mère et du père. La transmission, c'est simple. Le judaïsme, vous pouvez appeler ça en français une religion en vous basant sur des exemples d'autres religions autour de vous, mais le judaïsme, c'est une famille et la maternité, c'est ce qui est de plus fort dans la transmission. C'est pas toujours qui est le père. D'ailleurs, je rencontre des gens après des tests génétiques qui découvrent que leur père, c'est pas leur père. Donc, le père, on ne sait pas, la mère, on sait toujours, et le judaïsme est d'abord une appartenance à une famille. On sait toujours qui est la maman. Oui, la transmission par la loi du retour que veut mettre en cause le gouvernement israélien actuel. Alors, pas seulement le gouvernement actuel, et ce n'est pas une question actuelle, mais c'est une question qui, vous comprenez, une ville comme la taille de la ville de Tibériade, c'est environ les 50 000 personnes non juives qui sont arrivées l'année dernière. À ce rythme-là, dans 20 ans, vous avez 20 villes de la taille de Tibériade, pour ceux qui connaissent, non juives, avec des impacts très importants, bien entendu politiques, géographiques, avec nos voisins. Tout ça, il faut le justifier pas seulement aux juifs de diaspora, aussi aux juifs et aux non-juifs qui vivent ici en Israël, surtout ceux qui ont un droit à la terre et qui peuvent prouver qu'ils étaient là depuis quelques générations. Donc, c'est pas du tout une question liée directement à un gouvernement particulier. La loi du retour est une catastrophe, on peut le penser, mais on peut aussi comprendre quels en étaient les enjeux et quelle pourrait être sa remise en cause, sans pour autant faire de demain des gens qui hier étaient israéliens, demain ne le seraient plus. Donc, je ne veux pas parler de ce sujet, ça viendra, n'ayez pas peur. Israël est un pays pour les Juifs, pas pour les Ukrainiens, ni pour les Russes ou autres, qui ont des magasins où on peut acheter du porc. Bon, Ilana, j'ai vu, j'ai entendu. Oui, en attendant, les Juifs qui mangent cachère et qui pourraient venir renforcer l'identité juive, renforcent les magasins cachères de diaspora. Je m'excuse d'être un peu brute pour le coup, mais Israël est un pays qui accueille. Faut savoir que dans les années 90, 80 ou 90% des gens qui arrivaient des pays de l'Est étaient juifs et pouvaient le prouver. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 30 ans après et qu'on a un autre problème, mais il ne faut pas non plus oublier notre rôle en tant que juifs vis-à-vis des opprimés, etc. Donc, après, comment on préserve un État juif quand une moitié du peuple n'est pas sur sa terre? C'est une très bonne question.
C'est n'importe quoi cette réflexion. Merci pour le travail que vous faites. Ma grand-mère a été cachée pendant la guerre et ce n'est pas évident de trouver des réponses. D'oser prendre la parole. Je vais faire votre questionnaire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez de la génétique. Oui, le problème de la génétique, y compris pour l'ALIA, c'est que pour l'instant, ce ne sont pas des preuves. Ça a beaucoup évolué ces 10 dernières années avec le gène des 4 mères. Mais en attendant, d'un point de vue administratif, en tout cas, ça ne marche pas. Et puis moi, j'ai des gens, par exemple, à qui on a caché la paternité. Donc, les gens ont découvert, après un test, une maladie génétique très ashkénaze, qu'effectivement, elle était porteuse d'un gène juif. Et quand elle a demandé à sa mère, maman, c'est drôle, le médecin m'a demandé si on était ashkénaze, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et sa mère a rougi en lui disant, mais ma fille, il faut que je t'explique. Le papa qui t'a élevé n'est pas ton papa. Et effectivement, il y a un juif roumain qui est passé par là. Et du coup, elle a recherché sa famille, elle a retrouvé des demi-frères et sœurs, etc. Mais elle, par exemple, ne pourrait pas correspondre à la Lia parce que d'abord, son père n'a jamais su qu'elle était sa fille. Le père qui l'a élevée n'a jamais su qu'elle n'était pas sa fille. Et cette transmission génétique n'est pas une preuve de judaïté, surtout quand il s'agit du père. Votre démarche est importante pour tous les oubliés, souffrances de grands-parents qui veulent transmettre face à des difficultés de relation aux enfants et les non-juifs, d'accord. Eh bien, justement, c'était ça le cœur de mon sujet, c'est-à-dire qu'il faut peut-être que, je sais que c'est une douleur, je sais que moi, comme je vous l'ai dit, ça aurait été une brisure dans ma famille. D'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un rôle des grands-parents? Il y a tellement d'antisémites, il y a tellement de haine, au moins que vos petits-enfants soient fiers. Quand les gens répondent au questionnaire, pour l'instant, plus de 70% des gens disent que ces racines juives les honorent. Alors, je demande aux gens qui vont répondre au questionnaire de ne pas se fier à ce que les autres ont dit, dites vraiment ce que vous pensez. Mais si des gens d'origine juive sont honorés par ces racines, alors c'est peut-être pas le moment de casser tout ça et qu'il y a des possibilités de revenir, il y a des possibilité halachique pour ceux qui ne sont pas juifs de se convertir au judaïsme. Il y a une volonté de régularisation par rapport à des gens qui auraient quand même un nom. Par exemple, je vous parle du patronyme, s'appelait Sarah Cohen. Et comme elle m'a dit, c'est un autre nom, mais peu importe. Sarah Cohen, c'est juif depuis que tu es né. Même si tu ne l'es pas, à la fin, tu te convertis. Parce que, voilà, Sarah Cohen, ça ne peut pas être autre chose. Et donc, on a des gens qui vivent vraiment des souffrances, pas assez juifs pour passer sous la roupa, mais assez pour les Auschwitz. J'entends des phrases comme ça. Ou alors, quand je sortais avec un non-juif qui me disait « t'étais un peu trop juive, mademoiselle Cohen », ça me vexait, mais ça ne m'a jamais autant vexé que quand j'allais voir des juifs au mouvement étudiant et que là, on me disait « Ah, mais alors ta mère n'est pas juive, alors tu n'es pas juive ». Et ça, c'était très blessant parce que mon père m'a transmis ce judaïsme, etc. etc. Donc, c'est très complexe. Si on a encore une ou deux questions, je prends avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu dis, Yasmine? Comment on fait? On a juste une dernière question. Hum. Si quelqu'un a une question à poser par chat. Et... nous recevons souvent, c'est qui ça? Laurent, votre démarche. Ben, la loi du retour, on va en parler, mais il faut que la loi du retour, c'est des discussions qui sont géopolitiques. Ouais, c'est pas la place ni le moment. Voilà. C'est une question un peu délicate et nous, on ne peut pas, enfin, en tout cas pas ce soir et pas dans ce cadre. Alors écoutez, je vais répondre à la question de Laurent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous recevons souvent dans quel cadre, je ne sais pas. J'ai même des gens qui sont prêtres, sachez-le, des juifs qui sont rentrés dans la prêtrise. Mais par contre, moi, en tant que chercheuse, je ne peux pas faire ce qu'on appelle du phishing. Allez, vous me donnez des noms et moi, je vais aller au-devant des gens. Non. Si vous êtes gêné de le faire, vous pouvez utiliser le texte que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire que vous mettez au dos de la chercheuse et vous dites « Madame Intel est chercheuse, elle s'intéresse à des cas, j'ai pensé à toi » et vous balancez le lien. Moi, je ne peux pas en aucun… Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, j'ai 250 réponses. Je ne peux pas aller chercher les gens. Donc, si vous avez des beaux-frères, des neveux, des cousins, des amis, des voisins, eh bien, dites-leur que vous avez participé à une conférence, c'était très intéressant, j'espère, et que, voilà, il y a un questionnaire, s'ils veulent y répondre, c'est scientifique, c'est dans le cadre de l'Université de Strasbourg, ça sera publié anonymement, et là, quand les gens sont devant le questionnaire, je comprends pourquoi ils veulent sortir de l'anonymat.
Voilà, donc merci beaucoup Yael, c'était très intéressant. Merci à tous d'être présents. Voilà, pour toutes les informations concernant les départements promotion de l'ALIA et toutes nos activités, je vous invite à aller sur notre site doudalia.fr. On a d'autres programmes, on a les conférences. Demain, on commence une tournée, bon, ça n'a rien à voir avec le thème de ce soir, sur le vin israélien. On démarre à Montmagny, on sera presque toute la semaine en région parisienne. Voilà, toutes les informations, soit sur notre page Facebook Organisation sioniste mondiale ou sur notre site internet idoudalia.fr. Et voilà, merci beaucoup Yael. Je remets juste le lien pour le questionnaire. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas, qui nous ont rejoints. N'ayez pas honte pour les autres, ne vous gênez pas, faites votre devoir de transmission, si je peux me permettre, et j'espère que très vite, on aura les 500 questionnaires et des réponses passionnantes à vous transmettre. Voilà, ça sera le prochain rendez-vous peut-être. Merci Yasmine, merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à elle.